Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Salut Charles. Salut Clément. Écoute, merci de me recevoir aux Arches Citoyennes, qui est un super endroit pour ceux qui ne connaissent pas et ça ferme bientôt. Donc, c'est quoi d'ailleurs les Arches Citoyennes exactement ? C'est un tiers-lieu qui est présenté comme le plus grand tiers-lieu européen qui est dédié à l'impact, qui est l'ancien siège de l'AP-HP, qui est géré par Plateau Urbain pendant 2 ans et demi, donc qui ferme l'année prochaine en effet, en décembre 25, et qui accueille, je ne saurais même pas dire combien, mais plusieurs centaines de structures de l'ESS. Incroyable. En plein cœur de Paris, en face de l'hôtel de ville. C'est magnifique. Écoute Charles, moi je t'ai découvert sur LinkedIn avec des histoires de récits. Je me suis rendu compte qu'on avait fait la même école. Enfin, ça a beaucoup résonné ce que tu racontais. T'es un entrepreneur, un ingénieur, un jeune papa également. On va en parler après. T'as fondé plusieurs structures, Nova, WAO qui veut dire We Are One, POAO, avec à chaque fois une idée de communauté. Enfin, c'est ce que on disait à l'instant, et des projets hyper humains. Enfin, on parlait d'impact mais t'as récemment fait un truc qui s'appelle la fresque des civilisations. Je mettrai le lien en description. Et donc, comme c'est encore frais dans ma tête, j'ai envie de te demander un peu, si toutes les crises qu'on observe actuellement, elles montrent pas qu'on est en train de changer de civilisation. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ouais, avec plaisir. Écoute, la fresque des civilisations, en effet, donc je l'ai co-créée avec Boris Cyrbeck, qui est un philosophe entrepreneur qui a beaucoup porté le côté théorique et qui s'est approprié et qui a beaucoup analysé et comparé différents outils, différents livres, différents ouvrages de sociologues et d'anthropologues comme Harari, Marc Alevi, Delofeu, et qui en effet sont beaucoup à partager le constat que l'époque dans laquelle on est en ce moment est ce qui s'appelle un intercycle civilisationnel, comme on a pu en vivre au 5e siècle après Jésus-Christ, au moment de la chute de l'Empire romain, comme on a pu en vivre au tout début de la Renaissance, c'est-à-dire le passage d'un cycle civilisationnel à un autre cycle civilisationnel. Et ces symptômes-là, ce qu'ils mettent en avant, c'est par exemple des inégalités qui augmentent beaucoup, des élites qui se focalisent plus sur leurs propres intérêts que sur les intérêts de la population de manière globale, sur le fait que le paradigme dominant, c'est-à-dire l'idée globale sur laquelle la société s'est construite, est exacerbée, il va beaucoup trop loin. Donc, typiquement dans notre cas, paradigme la liberté par le progrès. Ouais. Et donc là, on est sur du progrès pour du progrès, quasiment. Parce que juste, le truc par exemple des élites qui se concentrent sur leur propre truc plutôt que sur le bien, sur le bien social, en fait, c'est parce que moi ça me paraît logique et comme si toutes les élites avaient toujours fait ça. Mais en fait, ce qui est observé, c'est que non. Pendant ou au début des civilisations, l'élite elle est beaucoup plus tournée vers construire. Vers construire, exactement. En gros, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, elle naît, elle grandit, elle est à son apogée et elle se pète la gueule. Ouais. Et donc, typiquement, quand on voit les élites, par exemple, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on est vachement plus dans une optique de reconstruction. Ouais. Que d'accaparement des richesses. Ok, c'est intéressant. Et donc tout ça, c'est ce qu'ils appellent des symptômes d'intercycle civilisationnel. Et le propre d'une civilisation, quand elle se pète la gueule, c'est qu'elle laisse la possibilité de naissance d'autres civilisations. Et une civilisation, elle va se caractériser par un récit, donc une explication du monde, une raison de notre présence sur ce monde-là, de ce qu'on va appeler des leaders charismatiques qui sont capables d'incarner ce récit-là, et d'innovation anthropologique qui vont le rendre concret et l'ancrer dans le temps, quoi. Et aujourd'hui, on peut que analyser les civilisations qui ont le mieux marché, et là je cite parce que c'est celle que je connais le mieux, les civilisations européennes, mais potentiellement il y aurait pu y avoir tout un tas d'autres civilisations qui ont commencé à émerger et qui ont été moins successful entre guillemets. Et donc c'est sûr que c'est assez étonnant / excitant de se dire où est-ce qu'on va aller demain, d'un scénario que nous promet Musk, ça va être génial, on va aller sur Mars parce qu'on a déjà bousillé la planète, à de l'affrontement de blocs entre les Américains et les Chinois d'un côté, il faut se positionner, à des visions qui sont beaucoup plus sobres, par exemple énergétiquement, et d'avoir le recul peut-être pour la première fois
C'est un truc que je me pose souvent est-ce qu'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, il y a des gens à notre place qui se posaient sensiblement les mêmes questions. Mais d'avoir le recul, en tout cas aujourd'hui, de se dire c'est ça ce qui se joue. Et donc comment est-ce qu'on peut décrypter ça et moi à ma place vers quel type de scénario est-ce que j'ai envie de m'orienter? C'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce qu'ils avaient déjà le recul pour se dire là on est en train de vivre une civilisation et donc concrètement on observe un peu ces symptômes comme tu dis où il y a tout plein de crises dans tous les sens. T'as des idées, avant ça, nous notre récit, ce que t'as dit, notre vision du monde, c'est un monde matérialiste où l'individu prime et donc c'est la liberté de l'individu par le progrès. C'était quoi les récits avant? T'as des exemples un peu qui montrent que parce qu'on a du mal à se dire tout le monde n'a pas vu le monde comme ça. Ouais, ça c'est une très bonne remarque. Je pense qu'en effet on a vachement de mal à sortir de notre propre vécu et donc grosso modo des gens qui nous entourent. Donc max on est à 100 ans en termes de mémoire d'homme quoi, de personnes qui sont encore vivantes aujourd'hui. Et pour aller un peu plus loin sur ce paradigme-là, il y a on veut aller toujours plus vite, on veut avoir toujours plus d'argent, toujours plus de liberté qui est donnée par cet argent. Et en effet, il y a un gros mythe de l'individualisme. Mais si tu veux, si je peux te prendre un autre exemple, si je reprends au niveau des Grecs, on est beaucoup plus sur des questions d'harmonie avec la nature et de comment est-ce que je trouve ma juste place, notamment via de la philosophie, en développant à mon échelle une forme de sagesse. Au niveau de Rome, on est beaucoup plus sur des questions d'ordre. Qui va se retrouver à la fois sur des questions militaires, à la fois sur des questions administratives, à la fois sur des questions de droit. C'est comment est-ce qu'on peut ordonner une société. Okay. Ah, trop beau. Quand on dit ça quand même, et quand j'en parle, en fait j'avais envie de lancer sur ce sujet parce que c'est encore très frais, ce côté, ouais mais malgré ça, c'est des crises, mais on voit ce que tu parles de Musk qui est un parfaitement leader peut-être de ce qui se passait avant, de la civilisation dans laquelle qui est en train de se passer quoi. On a l'impression qu'au contraire ils sont en plus forts quoi. L'Amérique est toujours plus forte économiquement. Je prends ma casquette pessimiste alors que je partage vraiment ce truc là, mais comment est-ce que c'est simplement une manière de dire que ça va s'écraser encore plus après? Comment est-ce que tu arrives à garder l'espoir face à ces symptômes au contraire qui pourraient dire merde en fait de toute façon c'est encore plus fort le capitalisme, encore plus fort cet individualisme et tout? Je crois qu'une manière dont je garde espoir, c'est de me dire en fait ça s'est déjà passé et on est toujours présent. Ouais, okay. Il y a un truc qui est assez rassurant de se dire les symptômes ont déjà été présents à d'autres moments, à d'autres époques et il y a toujours un nouveau type de civilisation qui très souvent garde des innovations et des apprentissages de ce qui a été fait avant et qui grandit. Et pour moi, Musk, il est quand même assez éloigné c'est un nouveau type de récit qui nous promet. Là, on sort des élections américaines, on avait deux récits qui s'affrontaient, qui étaient quand même super différents entre deux Amériques possibles, avec une qui est vachement sur du repli sur soi et de la compétition avec les autres pays versus donc portée par Trump et versus Harris qui portait plus une Amérique comme on l'a connue jusqu'à depuis la Seconde Guerre mondiale quoi. Qui elle était beaucoup plus sur de la collaboration, sur plus de libre-échange, etc. Et Musk, pour moi, il est encore à un autre niveau donc évidemment, il y a du surlibéralisme. Et c'est genre la compète, l'innovation, la compète va encourager l'innovation et c'est génial, quoi. Et c'est génial, et quitte à ce qu'il y ait énormément de casse sociale, c'est pas un problème. Mais ce truc de dire, en fait, on a déjà loupé le coche au niveau de la planète, donc on va aller coloniser d'autres planètes parce que c'est ça notre destinée presque. Ça, pour moi, c'est super nouveau. Ah, c'est vrai. Pour moi, ce qui est très présent depuis très longtemps, c'est la planète est faite pour l'humanité et l'humanité est faite pour régner sur la planète. Mais de là à dire l'humanité est faite pour régner sur le cosmos, on est sur un autre sujet. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il est vraiment je vais dire visionnaire, mais c'est pas forcément positif. Non, mais voilà. En fait, pour moi, c'est un super il incarne de manière super bien bonne c'est ça le récit auquel je crois. Et je vais incarner le truc parce que je vais aller créer mon SpaceX. Ouais. Il y a un truc et pareil, je crois au super libéralisme. Bon, je l'applique dans mes entreprises. Voilà. Je l'applique dans Twitter et je supprime toutes les manières de se protéger et de réguler l'opinion. Okay. Je veux le faire au niveau administratif et c'est pour ça que je rejoins là, le ministère d'État pour libéraliser. Et donc, il l'incarne super bien, quoi. Et donc, c'est une des possibilités. Et c'est un peu contre ça qu'on se bat, entre guillemets, ou qu'on lutte, et c'est de dire, voilà, comment est-ce qu'on arrive à faire émerger d'autres types de scénarios possibles, à quel point est-ce qu'on peut les imaginer, les rendre possibles, les incarner et entraîner autour, quoi.
C'est quoi pour toi justement les autres scénarios possibles? Il y en a tout un tas. Je les ai eu en main. Là. Ouais, c'est en effet un des éléments dont on parle au niveau de la fresque. On a construit sur la base de beaucoup de travaux de prospectivistes. 25 scénarios possibles, on en retient 15 dans la fresque, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des scénarios, en gros, on les a classés par 5 grands types de catégories. Des scénarios qui sont apocalyptiques, on s'est balancé des bombes nucléaires dessus. On a utilisé tous les métaux rares et on se pète la gueule. Ouais. D'effondrement total. Voilà, d'effondrement. Après, d'ailleurs, ça s'appelle l'effondrement, t'as raison. Après, de la dystopie, en mode 1984, on a des gouvernements qui surveillent tout le monde, l'IA l'IA de l'Odyssée de l'espace qui contrôle la super IA, quoi. Mais quand tu écoutes les gens qui travaillent dans l'IA, t'as l'impression que c'est possible dans 1 an ou 2, quoi. Ils sont très heureux, limite. C'est assez lunaire. Après, plus des entre-deux. Attends, juste ça. Donc, t'as catégorie 1, apocalypse. Catégorie 2, dystopie. Catégorie 3, on a appelé ça comment? Néo-humanisme. Néo-humanisme. Un peu Trump, un peu Musk. Un peu Musk, oui, voilà. On se barre. C'est un peu décevant, entre guillemets, par rapport à ce qu'on aurait pu être amené à faire, ouais, mais on continue un peu dans cette direction-là. Ouais. Mais c'est pas non plus l'enfer sur Terre. C'est pas l'enfer sur Terre. On a raté les fonds, on a évité les fondements. Voilà. Après, on a de l'utopie. Ouais. Donc là, par exemple, on a découvert une nouvelle énergie qui nous permet, moyennant le fait qu'on ait diminué notre empreinte et nos manières d'interagir les uns avec les autres et à diminuer notre empreinte carbone individuelle, on a réussi à avoir un juste milieu jusqu'à ce qu'on a appelé les scénarios transcendantaux, où là, et c'est un peu l'intérêt de la fresque, c'est de se dire comment est-ce que chacun a pris du recul sur ce qui nous oriente dans une direction ou dans une autre et a c'est réapproprié, ou c'est même tout court approprié, un côté, en fait, on est tous connectés les uns les autres. Weirmat, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est comment est-ce que, indépendamment, qu'on soit un être humain et dans les êtres humains, avec toutes nos différences, ou partie du vivant de manière plus globale, vivant animé ou inanimé, en fait, on vient toutes et tous de la même source. Pour le coup, c'est scientifiquement parlant, c'est le cas, quoi, puisqu'on a tous les mêmes atomes les uns et les autres, et on réalise qu'on est tous connectés. Et donc là, ce qu'on peut appeler transcendantal, il y a une prise de recul sur la conscience qu'on vient tous, et donc faire mal à mon voisin, c'est l'équivalent de me faire mal à moi-même. Donc ça, c'est un des scénarios possibles. Ouais. Et ce qui est intéressant, et vous en parlez, c'est que c'est le scénario, enfin le récit de nos ancêtres les plus lointains, quoi. Exactement. Il y a un côté des peuples premiers, dont certains existent encore aujourd'hui, et qu'en effet, avant la révolution agricole, en fait, on a, et ce qui est encore présent, ce scénario-là, et le récit notamment, on est allé le chercher en interviewant des peuples premiers tels qu'ils existent encore aujourd'hui, et tout le monde est connecté, on fait un avec la nature, on a une sécurité intérieure, ontologique, individuelle, et on n'est pas justement useless, quoi, enfin très faible sans le groupe, etc. Ouais. Okay. C'est très. Moi, ce que j'ai adoré sur ce truc-là, c'est que déjà, donc en gros, vous présentez les cartes des civilisations, enfin des scénarios possibles de la future civilisation. Et déjà, en vrai, on se rend compte que l'apocalypse et même l'effondrement, c'est pas des trucs si probables que ça. Parce que la question, c'est c'est lequel le plus probable et c'est lequel celui qui vous fait peur et c'est celui dont vous avez envie. Et donc, les plus probables, c'est un peu les néo-humanismes avec leur bien et pas bien, tu vois. Et donc déjà, moi, ça fait un peu souffler en mode bon. Et au moins, on part d'un truc probable qui est néo-humanisme, pas forcément génial, mais on a l'occasion d'aller vers quelque chose de mieux. Ouais, modulo le fait qu'il y a un type qui un jour décide d'appuyer sur le bouton nucléaire et que ce soit parti. Modulo, notre fameux bouton nucléaire. T'as peur du bouton nucléaire, ça ou pas? Moi, c'est celui qui me fait le plus peur. C'est vrai? Ça me paraît le plus crédible parce que les autres, ils comporteraient un mouvement de foule, ou en tout cas d'un nombre suffisant d'individus qui aillent dans cette direction-là, ouais. Alors que là, il suffit juste d'un seul fou. Mais moi, de deux en l'occurrence. Je répondais à mon pote, surtout 2 personnes. Pour moi, il en faut au moins même 3, non? Il y a des sécurités, non? Ça dépend des pays. Il y a des pays où c'est juste 2. Typiquement en Syrie, ouais. Si on a l'équivalent en Iran. Bon, alors est-ce que l'Iran ils ont exactement la bombe nucléaire? C'est pas très clair. Imaginons qu'on ait un soulèvement en Corée du Nord. Ouais. Et en fait, ils ont des bombes nucléaires et n'importe qui peut appuyer sur le bouton. Et on a ça en Russie. Si demain, Vladimir Poutine, il est renversé et qu'il y a des gens qui mettent la main sur des stocks nucléaires et qui sont suffisamment éduqués pour savoir comment les utiliser,
En fait, c'est une des grosses peurs aujourd'hui de l'Occident. Et c'est à mon sens, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on peut imaginer que c'est une des raisons pour lesquelles l'Occident ne va pas envahir la Russie et précipiter sa chute, c'est que si on a vraiment une guerre civile en Russie et que les gens s'approprient les stocks nucléaires, beaucoup de gens, du coup, peuvent en balancer, quoi. Donc ah ouais, t'as pas peur maintenant que d'un coup un président décide de lancer la bombe, mais c'est plutôt si. Quand tu vois qu'ils élisent aux États-Unis, ici, la question elle peut se poser. Mais moi, ce que je répondais à mon pote, il me disait oui, j'ai peur de trucs apocalyptiques nucléaires, c'était de dire en fait, même si Trump ou même si Poutine il envoie, il y a toujours 2 ou 3 gars après qui doivent valider. Oui, mais et donc ça veut dire qu'il y a 3 mecs. Il y a un moment un mec qui se dit bon, là je nique l'humanité quoi. Et que Poutine se dise là je nique l'humanité, qu'il s'en branle. D'accord. Il y a un autre scénario qui est on a balancé un missile qui pourrait être un missile nucléaire dans lequel il n'y a pas de tête nucléaire. Ouais. Mais moi, en tant qu'Américain, je sais pas. En fait, voilà, c'est la parole de la Russie, donc je ne sais pas pourquoi je leur ferai confiance et je vais pas attendre que New York se fasse éclater avant de réagir. Et donc, j'anticipe et j'appuie sur le bouton. Ça, c'est avec des gens rationnels et avec des gens irrationnels. Quand on voit qui Trump met au pouvoir aujourd'hui à la tête du Pentagone, du FBI et de tous les différents, en fait, tu peux tout à fait avoir des gens qui juste obéissent à Trump parce que c'est lui qui donne les ordres, quoi. Et parce qu'ils y sont fidèles et qu'ils lui doivent là où ils en sont aujourd'hui. Oh shit. Ouais, oh shit. Ouais, mais ça, c'est vraiment minable. Okay. Aujourd'hui, on se retrouve, je lisais ça dans Le Monde, Musk, c'est le premier oligarque américain ever ou depuis 150 ans, quoi. Ouais. Qui a fait un bond sur sa fortune de plusieurs dizaines de milliards de dollars le lendemain de l'élection de Trump. Ouais. Pour la modique somme d'un investissement de 100 millions. Pour la campagne. C'est un bon investissement. Ah, c'est un bon investissement. Il achète des chèques surprises à tout le monde, donc c'est très fort. Un truc que vous parlez, enfin que j'ai appris dans la fresque, c'est ce côté, en fait, on dit le frein, en tout cas, on dit beaucoup, parce que ce qui est positif dans tout ça, c'est qu'il y a des utopies. Donc on peut viser une utopie, on peut construire en tant que citoyen, dire moi je vis ça, je vais vivre limite comme si c'était une utopie, je vais croire à cette utopie et elle va peut-être s'auto-réaliser ou en tout cas on va créer des petites utopies même locales, tu vois. Et toi, c'est pas ce que j'y crois et que je l'incarne qu'elle deviendrait. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est même pour moi c'est ce que je fais dans la vie, quoi. Genre si tu crois et que tu l'incarnes, à un moment ça finit par t'arriver. Et c'est à la fois catholique, et toi le ciel t'aidera, et à la fois bouddhiste, et à la fois voilà, 1000 spiritualités qui mènent à ça. Cette notion de source, elle est présente quasiment pas dans toutes les religions. Ouais. Mais un truc intéressant, c'est que donc la réponse à ça, c'est oui, mais en fait l'humain, il a toujours une nature mauvaise en lui, il est toujours un peu individualiste. Et toi, ce que tu dis répondre à la fraise des civilisations, c'est non, c'est pas la nature humaine en fait qui nous freine, c'est nos croyances. Et donc c'est nos croyances et c'est le cadre, c'est le système. C'est les croyances du système. Et donc ça, c'est un débat qui est pas de nous, hein. Hobbes versus Rousseau, c'est exactement ça. Okay. Hobbes, il dit l'homme est un loup pour l'homme. Ouais. Donc, l'humain par nature est mauvais. Ouais. Et Rousseau, il va dire non, on est complètement orienté par, notre éducation et par les cadres, de là, tu tires par les cadres, plus globaux dans lesquels on peut grandir. Ouais, moi c'est ça que je trouve intéressant. C'est en mode, c'est pas l'éducation, c'est genre le croyance générale de notre pays ou de notre Occident, c'est l'homme est un loup pour l'homme. Et du coup, en fait, si je me réveille toute la vie, on m'a répété ça, ça finit pas de vrai. Je suis kéblo, quoi. Ouais. Non seulement je suis kéblo, mais surtout, en fait, là où c'est le plus kéblo, comme tu dis, c'est si je m'en rends pas compte. Ouais. Mais de la même manière que tu vois, c'est toute la puissance du récit, c'est que il est tellement puissant que tu te rends pas compte que t'es dans un récit. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il est tellement puissant, qu'il est du coup tellement incarné autour de nous. Et tellement vrai partout. Tellement vrai partout. Ouais. Tu te dis pas, mais il y a peut-être une autre possibilité, un autre monde dans lequel la vie pourrait être différente. Et notamment de plus en plus, parce qu'on est dans un monde qui est très, 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 très mondialisé. Mm-hmm. En fait, où que t'ailles aujourd'hui, dans tous les pays développés ou en voie de développement, on vit de la même manière, on s'habille sensiblement de la même manière, l'argent est présent partout. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont très proches. Alors qu'il y a 500 ans, quand les Européens découvrent les États-Unis, l'Amérique, il y a une manière de vivre qui est très différente. Ou pareil pour la Chine. Et donc, à l'époque, tu pouvais quand même te dire, ils ont quand même une manière de vivre qui est quand même très différente. Bon, malheureusement, les Européens se sont dit, nous, c'est quand même vachement mieux. Et on va aller tuer tous les gens qui sont pas d'accord. Mais oui, cette puissance du récit, pour moi, le premier bouquin qui me l'a fait réaliser, c'est Daniel Quinn, un bouquin qui s'appelle Ishmael. Je note. Oui, tu m'en avais parlé. Ouais, qui date de 94 quand même. C'est un dialogue socratique entre un gorille et un Américain. Ça veut dire quoi un dialogue socratique? 35 ans. Dialogue socratique, c'est Socrate, qui est philosophe. Il donnait pas les cours de philosophie. Partait des principes qu'il fallait faire accoucher les réponses que tu avais déjà en toi. Et donc, ce qui s'appelle un dialogue socratique, c'est de la maïotique. Et donc, donc c'est tout un dialogue
pour faire cheminer l'Américain sur c'est quoi la cause racine du fait que notre société va mal. Et le gorille se présentant comme un expert de l'enfermement, puisqu'il a été enfermé dans un zoo pour la plus grande partie de sa vie. Et du coup, lui, son output, c'est de dire, et je spoil un peu le bouquin, mais vraiment la réflexion elle est super intéressante derrière, et il y en a d'autres qui continuent. Tant que vous réaliserez pas que vous êtes enfermé dans le récit, que la planète est faite pour l'humanité et que l'humanité est faite pour régner sur la planète, en fait, tout ce que vous ferez, ça sera juste des pansements, quoi. Parce que vous travaillerez pas à la cause racine. Qui est le récit. Et ça, on s'en rend pas compte. Moi, j'ai grandi à Paris. En fait, tout ce que j'ai vu étant petit, ça a confirmé, ça a confirmé, ça a incarné ça, quoi. Ok. Et comment on change le récit alors? On en crée un autre. C'est un peu le problème du récit. C'est que on pourrait se dire, on peut revenir en arrière, on s'en réapproprier un machin. Mais en fait, on n'arrivera pas à changer de récit si on nous en propose pas un autre, qui est plus, enthousiaste, ou en tout cas dans lequel moi je vais plus me retrouver, et qui fait que du coup je vais aller croire à ce récit-là plutôt qu'à un autre, quoi. Et en cela, typiquement, on a pendant très longtemps, l'humanité a cru à des récits qui sont qui ont été très religieux sur l'explication du monde, etc. Et l'affaissement des religions dans la partie du XXe siècle, et notamment du nihilisme, de non, en fait, il y a juste pas d'explication, a laissé de la place complètement ouverte à en fait le but dans la vie c'est de gagner le max de thunes et d'avoir une propriété voilà, et d'avoir ma Rolex à 50 ans et c'est comme ça que c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est le récit. Évidemment après 10, 15, 20, 20, 25 ans en fonction de ta résilience par rapport à ça, tu t'aperçois que c'est un peu un fake, mais il est vraiment trop tard, quoi. Enfin il est trop tard, voilà. Et c'est pour ça que en cela il y a je sais pas si on peut appeler ça des religions, mais des spiritualités qui sont en train d'émerger, plus sur de l'explication. Et donc, ça fait partie des récits qui sont potentiels, quoi. Mais la première chose à faire pour moi, c'est de le conscientiser. Ouais, prendre du recul et dire, en fait, moi, je me projette dans ça, la réalité, c'est comme ça qu'on fonctionne, en fait. En fait, on ne fonctionne que avec des récits. Les récits sont portés par des croyances, certaines qui peuvent qui sont capacitantes, d'autres qui peuvent être limitantes par rapport à ça. Et ça, c'est la couche non visible. Et puis après, il y a la couche visible, c'est comment est-ce que c'est porté concrètement par la Constitution, par les pays, etc. Mais la France, par exemple, c'est un récit. Ça n'existe pas. Il y a, tu vois, c'est très simple. Si tout le monde arrête de croire que la France existe, la France n'existe plus. Les boîtes, c'est pareil. Harari, dans Sapiens, il en parle souvent. C'est magnifique. Ce côté récit qui permet de mobiliser tous les êtres humains autour d'un truc irréel. Exactement. Une entreprise n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est dingue. C'est un super symbole derrière lequel on se range. Et ce qui est dingue, c'est que c'est des symboles qui survivent à leur concepteur. C'est des boîtes parce que il y a plein de gens qui ont fini par y croire au fur et à mesure. En fait, c'est toujours pareil, comme tu dis, c'est un récit. La France, ça n'existe pas, mais c'est un récit, c'est une vision, l'Amérique, le rêve de l'Amérique. C'est tellement incarné. En fait, toi, quand tu grandis, tu dis, bien sûr que oui, ça existe. Il y a des frontières, il y a une citoyenneté, j'ai mon passeport, il y a une constitution, il y a des liberté, égalité, évidemment que ça existe. C'est une organisation. Ça n'existe que parce qu'on y croit. Comme l'argent. Parce qu'on y croit. Harari, j'adore cette image. Genre, on n'a jamais vu deux singes, un qui a une banane, l'autre qui a un billet vert dans la main et qui lui dit si, je t'assure, prends mon billet vert, et donne-moi ta banane. Parce qu'il y a genre non, c'est de la merde ton billet. Je garde ma banane. Il nous compare bien aux singes, c'est assez fort aussi. Il nous compare bien aux singes en effet sur ce si est aussi capacitant, qui permet aux humains de s'assembler derrière une cause commune et d'avancer. Et c'est cela, et c'est tout le paradoxe, c'est que c'est notre capacité à croire à des choses en collectif qui fait qu'on a été si successful et qu'on en est là aujourd'hui. Parce que ça permet de la collaboration, ça permet de travailler les uns avec les autres, etc. Ça, plus l'administration, qui permet de passer à l'échelle les croyances collectives. Je pourrais pas rester des heures, mais j'ai envie qu'on parle un peu de ce que t'as fait avant. Non, juste avant de passer sur ce que t'as fait avant, comment t'es arrivé, comment ce truc de récit a émergé? Est-ce que pour moi, cette partie conscientisée dont tu parles, personnellement, c'est grâce à la méditation et grâce à se regarder, penser, regarder son esprit, et là tu dis waouh, mais en fait mes pensées c'est pas moi, et là d'un coup ça change tout ton paradigme, je trouve. Comment toi t'as émergé ce truc-là? Je crois 3 choses. La première, c'est le bouquin Ishmael d'Al Quinn. Un joli et bouquin, après j'ai dévoré les 3-4 autres qui grosso modo disent la même chose. Je t'ai construit ton nouveau récit.
En fait. Tout cas, voilà, il y avait vraiment cette consolidation-là. Deuxièmement, en plus, s'appliquer à un collectif. Donc, j'ai monté une asso qui s'appelle Powwow, qui fait du mentorat en collectif pour accompagner des jeunes fragilisés. Et j'ai été mentor en région parisienne, et je me suis vraiment rendu compte de justement le récit qui était proposé aux jeunes qu'on accompagnait. Okay. Et vraiment, il y a un truc de, en fait, ce qui est possible pour vous, je caricature à peine, dans mon groupe, il y en avait, c'était ça. On te propose d'être emballeur de colis chez Rakuten ou livreur de colis chez Amazon. Ouais. Et c'était pas la première étape pour un truc de mieux derrière, non, c'était l'horizon, quoi. Ouais, c'était le récit. C'était le récit. Dans l'horizon de vie. Vos vies, ces trucs-là. Alors, vous êtes fait pour. Ouais. Tu vois, le monde, le système, il a été fait pour que vous puissiez faire ça. Ouais. Et dernièrement, c'est un côté plus individuel de comment moi, le récit familial dans lequel j'ai grandi, il m'a orienté. J'ai grandi dans une famille dont la moitié avait fait un G. Et du coup, quand j'étais en terminale, j'étais bon en maths et en physique dans un pays qui le valorise. Va faire maths sup, maths spé, comme ça, si tu veux faire autre chose après, tu pourras. Et à l'inverse, c'est plus difficile. Ok, très bien, tu t'orientes. Et c'est à la fois très, très capacitant aussi. Parce que si t'avais pas eu ça, t'aurais peut-être pas fait c'est très capacitant. Mais tu vois, typiquement, le récit des grandes écoles, c'est très bien, c'est capacitant pour ceux qui y vont et qui sont, et pour ceux qui n'y arrivent pas. On va leur dire, vous avez pas fait de grande école. Ça va vraiment pas être facile. Ouais. Donc c'est très limitant. Ouais, c'est vrai. C'est toujours c'est le principe des croyances. On en parle dans la fresque. C'est biface, quoi. Il y a la croyance qui est capacitante et puis il y a la croyance qui est limitante derrière. Moi, j'ai grandi avec quand on veut, on peut. Ouais. Ça a été super capacitant. Jusqu'au jour où je voulais quelque chose et que j'ai pas pu l'avoir. Et là, tu te dis, merde. Je suis une merde. Très limitant. En fait. Comment, c'est quoi Novas, que ta première boîte ou aventure entrepreneuriale? Ouais. Donc on est en 2015. Donc pour te donner l'historique, on est en 2015. Moi j'ai fait un peu d'ingé, un peu de Sciences Po, un peu de commerce et travaillé dans mon design. Et j'ai adoré rencontrer plein de gens super différents les uns des autres, et notamment des designers qui avaient des idées d'entrepreneuriat social super impactants. Et design. C'est designer. Et design, j'étais vraiment arrivé en mode design, c'est design d'objets. Ouais. Et en fait, quand tu découvres ce monde-là, tu t'aperçois que c'est surtout du design de service. Le mec qui a monté Airbnb, dans Airbnb, un des 3 cofondateurs, c'est un designer. Et il te dit, moi, j'ai designé de la confiance. Parce qu'il fallait accueillir quelqu'un chez soi qu'on ne connaît pas sans être là. Et il fallait aller chez quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qui ne sera pas là, quoi. Et en fait, à l'époque, c'était inenvisageable. Ouais. Et donc, c'est quoi le système que j'ai créé au fur et à mesure pour designer de la confiance? Ouais. Et donc, il y avait un mec, donc ça part de design de service il y avait ça marche aussi le design de produit, tu vois. Il y avait un mec qui m'avait marqué, il était né dans l'Isère. Comment est-ce que en X heures, je transforme n'importe quel hélico en hélico de sauvetage? Ouais. Et à côté de ça, plein de couillons en école d'ingé et de commerce qui avaient qu'une envie, c'est de monter leur boîte et qui se retrouvaient à faire Tinder++ parce qu'ils étaient quand même super éloignés du besoin et du service qu'on pouvait rendre derrière, quoi. Et donc à l'époque, je m'étais dit, comment est-ce qu'on fait pour se faire se rencontrer ces gens-là? Et là, je suis le designer qui a l'idée de ouf et l'ingénieur entrepreneur. Exactement, parce commerce. Que le designer, en fait, il a pas les compétences techniques, il a pas les capacités commerciales, il a pas la bonne marque, souvent pour aller lever des fonds, machin. Ouais. Et les autres, ils l'ont. Et donc je me suis dit, je crée un fonds d'investissement ou un incubateur, parce qu'il demande beaucoup de temps et beaucoup de thunes, parce que je n'ai pas. Ou alors je trouvais une manière un peu sioux de le faire. Et du coup à ce moment-là, je suis. Et attends, mais là tu sors d'études et tu dis, je vais lancer mon fonds d'investissement. Non, du coup. Tu dis comment une je fais pour les faire sans rencontrer. Ok. Okay. Je me dis pas, je vais monter, ça marche pas. Mais c'est les premières idées qui viennent. Et du coup, je reprends contact avec le directeur international de Nova, qui était avec moi à Centrale, qui est un Suédois, donc, et je lui dis, c'est trop bien. Donc, Nova, communauté basée sur 2 convictions. La première, c'est que le leadership de demain, il y aura beaucoup de parcours différents. Et donc, typiquement, en France, pas que des grandes écoles d'ingé de commerce. Et, deuxièmement, important. Et deuxièmement, que, quitte à avoir des gens à la tête des boîtes, autant qu'ils soient altruistes plutôt qu'égoïstes. Ouais, ok. Sur cette base-là, il crée une communauté de jeunes entre 20 et 35 ans, très bons dans ce qu'ils font, qui se sont engagés via l'associatif, de plein de parcours différents, et il les aide dans leur développement professionnel. Et ils aident, et c'est là le business model, les boîtes à travailler leur marque employeur et à recruter au sein de cette communauté. Okay. Marque employeur, c'est l'équivalent, je vais acheter Evian, je vais acheter la marque, la bouteille, c'est l'équivalent en termes de qualité d'employeur. Est-ce que c'est bien d'aller bosser chez Danone en l'occurrence, dans les relations humaines, le salaire, le machin, truc. Et donc je me dis, il y a ce truc-là, ils ont un business model, je vais me greffer, je vais mettre une branche entrepreneuriale en plus. Okay. Et là, il me dit, mais en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas présent en France.
the real question is, would you be up for the challenge? Okay. Moi, j'étais en Australie, en stage pour l'investir. J'étais là, bah ouais, je suis chaud. Putain, Bah, chaud. quand on veut, on peut. Et donc, un mois après, j'avais démissionné de mon stage. propose de lancer un peu Nova France. Exactement. C'était à un moment, mais il y a plein d'endroits dans ma vie où j'ai eu de la chance d'être au bon endroit au moment, et ça en fait partie, quoi. C'était, il y a personne en France, ils sont à un moment d'expansion internationale, sur un format de franchise. Donc, j'avais 99% de la boîte et 1%. Ah ouais. C'est franchise sympathique, ça. Ouais. Et ils te donnent 50 000, parfois ils te prêtent 50 000 balles au départ. Très sympathique. Il y avait des défauts par ailleurs parce qu'il y avait très peu d'accompagnement. Mais t'as la puissance de la marque. Ça existe déjà par ailleurs. C'est super rassurant. Je m'en suis aperçu après en montant Wao à quel point en fait c'était quelque chose que j'avais sous-évalué, à quel point ça m'avait aidé d'avoir cette marque derrière. Donc t'as un récit en fait encore une fois qui existe déjà et donc tu vas. Exactement. Et en fait c'est super rassurant. Ils ont bossé avec des très grosses boîtes, etc. Et je m'approprie le truc. Une seconde, du coup là en gros le pitch c'est de dire tu vas refaire cette communauté de jeunes engagés très bons dans ce qu'ils font. Et plus que refaire, je vais la développer en France. Tu vas la faire en France. Européenne. Ok. Et donc c'est le gros kiff en fait. Okay, en gros pour les boîtes, c'est pour les membres, c'est aller rencontrer plein de jeunes qui sont engagés, qui ont des parcours qui sont différents des vôtres et développez-vous ensemble. Ouais, ok. Professionnellement au départ et très rapidement personnel. À travers des événements. Ouais, à travers des événements, une plateforme en ligne et des offres d'emploi. Ok. Et très rapidement du développement personnel. C'est là-dedans qu'est né le programme de mentorat, du mentorat en collectif, et c'est là-dedans qu'est né aussi un programme qui s'appelle les cellules apprenantes, qui est un programme qui se vit par équipe, où on va se challenger, élargir notre zone de confort via différents challenges dans la vraie vie. Donc tu vas me dire, j'ai peur de prendre la parole en public. Et ben avec ton équipe, tu vas aller prendre la parole sur des sujets qui te tiennent à cœur dans la rue. Et donc c'est comment est-ce qu'on peut aller attaquer des croyances limitantes, cash quoi, entouré du groupe et de manière gamifiée. Ouais. Et en s'appuyant sur une pédagogie qui s'appelle le parcours du héros, sur un récit qui s'appelle le parcours du héros de Joseph Campbell, qu'on a mis en pédagogie. C'est énorme. C'est énorme. Ça a l'air incroyable. Vécu des moments très transformants grâce à ce truc-là. Et une troisième branche qui était beaucoup plus sociétale, comment est-ce que je comprends mieux comment le monde fonctionne, et notamment via des débats de société. On s'était associé avec l'Institut de France qui tous les 2 ans lançait organisait des débats de société qui s'appelaient les rencontres capitales. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et plus on avançait, moins on ressemblait à ce que faisait Nova à l'international. Okay. Et plus j'avais du coup des gens, je maîtrisais pas la communication à l'international, et donc plus j'avais des gens qui rentraient pour le côté développement perso ou transfert perso ou sur le côté sociétal quoi, think tank, et une quatrième branche qui commençait à naître qui était l'engagement ensemble. On s'est tous engagés quand on était principalement dans nos études, comment est-ce qu'on peut continuer à s'engager ensemble, et qui s'arrêtait au milieu du process de rentrer dans la communauté parce qu'ils allaient sur le site internet, et sur internet il y avait juste marqué développe ta carrière, rencontre des pairs et trouve un job. En gros, c'est caricature. Donc, réseau plus que communauté. Toi, t'as vraiment amplement, porté la communauté et ajouté cette valeur. Ma mission, c'était de comprendre ce qui fonctionnait bien à l'international et le développer en France et développer des nouvelles choses à l'international. Et moi, j'y suis vraiment allé avec une optique, comment est-ce qu'on peut en faire une démocratisation du fait que il y a plein de leaderships différents. Et c'est moi beaucoup qui le formule comme ça. C'était moins formulé exactement pareil au niveau international sur le fait que le leadership de demain viendra de beaucoup de parcours différents. Et je l'ai vraiment vécu au départ comme un outil d'égalité des chances. De me dire en fait, j'ai fait une licence à la Sorbonne. Et les chiffres des CSP, des catégories socio-professionnelles, des gens qui candidatent aux grandes écoles et des gens qui sont admis aux grandes écoles sont juste catastrophiques, quoi. Alors que quand tu arrives en école, en tout cas moi ça a été mon expérience, on te dit t'es meilleur, vous avez énormément travaillé, vous êtes super méritant. Et quand tu regardes les chiffres, tu l'as genre la méritocratie, c'est pas tout à fait la vérité, et le concours qui se veut républicain en plus accentue les inégalités de départ, quoi. Donc c'était vraiment terrible. Quand je suis tombé là-dessus, j'étais... C'est quoi les trucs genre l'ENA, Sciences Po, l'X, c'est du fois 200 si tes parents ils ont fait la même école? Ouais, j'en ai revu passer là des chiffres là, mais en gros moi ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était sur l'ENA, et c'était 82 ou 3% des candidats venaient de CSP+, donc enfants de cadre quoi, et d'enseignement sup, et 87 ou 8 qui étaient admis venaient de CSP+. Donc non seulement énorme disqualification au départ, et en plus le concours qui se veut républicain accentue l'inégalité, quoi.
Et je me suis dit, mais c'est l'ENA, sans doute qu'à HEC c'est pareil, dans les écoles de commerce. Et en fait, en ingé c'est pareil, parce qu'il y a des facs, des prépas dans lesquelles on enseigne les belles maths, et des prépas dans lesquelles on enseigne pas les belles maths, quoi. Donc t'as la même chose, t'as 60%, enfin c'est vraiment terrible. 60% des gens qui rentrent à l'X notamment, qui viennent de 5 prépas en France, dont 3 sont privés, quoi. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, et donc mon intention initialement, c'était de me dire, une grande école, c'est quoi? C'est un réseau et une communauté. Un réseau et une marque. Ouais. Bon, avec plein de gens qui ont fait des très grandes écoles, je vais créer la marque Nova et ça aura de la valeur. Ouais. Et le réseau, c'est la communauté, ça fonctionne pas. Et donc, je vais aller m'associer avec des structures qui, elles, déjà taffent à faire de l'égalité des chances par ailleurs. Et ensemble, on va faire un truc qui est inclusif. Tu vois, en tout cas, une nouvelle activité. Et en fait, avec le recul, pour bosser depuis 3 ans et demi dans l'égalité des chances, je voulais surtout faire un truc qui était intégratif, quoi. Okay. En gros, si tu veux, je me disais comment est-ce que je peux laisser de la place à, plutôt que on va construire ensemble une nouvelle manière de dire ce que c'est que le leadership, de vraiment faire de l'inclusion, quoi. Ok. Donc t'as construit un truc en disant comme ça, ces gens-là vont pouvoir venir plutôt que de les intégrer. Enfin, ces gens-là, les non CSP+, vont. Non CSP+, voilà. Et en fait, je m'en suis aperçu là récemment parce que j'ai évolué du coup dans des milieux qui sont loin des miens au départ. Ouais. Et en fait, j'arrive dans des endroits et rien n'est fait pour m'inclure. Ouais. Et c'est normal. Enfin, tu vois, c'est normal. Je sais pas, c'est mon terme, mais en tout cas, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et du coup, je me suis dit avec le recul, mais en fait, ce que j'avais proposé, c'était quand même une culture qui est très portée par des gens qui viennent de CSP+. Et j'ai pas mis les étapes dans le truc pour aller inclure. C'est intéressant. Ça existe encore, Nova, juste? Ça existe à l'international, ça existe plus en France. Donc je fast forward à l'été 2018, on fait le constat que on va pas exactement dans la même direction. Moi, je leur dis, je suis convaincu que c'est super pertinent, ça apporte plus de valeur aux membres, ça nous évite d'être dépendants des entreprises dont le business model dépend entièrement. Et ils me disent, nous, on va faire de la marque employeur et du recrutement. Si tu veux faire autre chose, il n'y a pas de problème, mais ça s'appellera pas Nova. Et donc, c'est à ce moment-là que je monte We Are One avec une 50aine des membres les plus impliqués. De Nova. Ce que j'allais dire, en fait, en t'entendant, enfin, j'ai un peu regardé We Are One et j'ai l'impression que tu me racontais déjà un peu We Are One. En fait, oui, c'est tout à fait dans la continuité. C'est dans la continuité, quoi. Ok. Donc, tu quittes Nova. Donc, je quitte Nova, je monte WAO, je refais pour la deuxième fois We Are One. We Are One, voilà. Je refais 2 fois la même erreur, à savoir que je ne prends pas le temps de chercher des associés. Je recrute des gens et du coup, on se retrouve avec des gens à payer, quoi, des salaires à payer. Ouais. Attends, juste, parenthèse associée, j'ai moi-même fait la même erreur pour ce podcast. Okay. Voilà. Mais c'est pas non plus critique. Et là, je commence à travailler avec un mec qui s'appelle Julien, qui est génial. Et ça change tout, en fait. Et pour tout le monde, si vous lancez un projet, prenez un associé, quoi. 1 ou 2 ou 3. Ouais. Et ça coûte rien. Envoyer des messages, je veux me lancer dans un projet, c'est x10. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et là, je sors d'un accompagnement de Ticket for Change, qui est un acteur de l'ESS qui accompagne les entrepreneurs. Et c'est un de leurs conseils numéro 1. Et quand Mathieu Dardaillon, qui est le fondateur, te raconte ton histoire, un des tout premiers mentors lui dit, en fait, ton taf, c'est de trouver l'équipe de rêve, quoi. Avant quoi que ce soit d'autre. Avant de trouver le produit, avant de trouver, etc. De confiance, un peu aligné avec tes valeurs, mais qui peut te challenger, complémentaire par rapport à toi. Ouais. Et prends du temps pour que ce soit leur projet. Pour remettre tout à plat, pour que ça devienne leur projet. Et peut-être que vous allez aller exactement là où tu avais prévu qu'ils aillent, mais c'est devenu leur projet. Ouais, c'était plus le tien tout seul. Vous faites ça, t'es une équipe, quoi, de ouf, de malade. Et donc, je me retrouve à oublier. Là, j'ai fait une deuxième hypothèse, c'est que dans Nova, j'ai d'abord monté la communauté et après, j'ai proposé des choses. Ouais, ok. Ce qui est très fort pour la communauté, mais en termes de business model, c'est un peu un bordel. Et là, je me suis dit, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord proposer des choses et de ces trucs-là, on va créer une communauté. Et comment tu construis une communauté sans rien proposer? Tu dis aux gens, rejoignez la communauté, ils font oui, je rejoins, je suis là. Tu leur proposes une vision. En fait, tu leur proposes un récit. Ok. Donc, tu dis, rejoignez la communauté qui croit en ce récit. Qui croit en ce récit, au tout démarrage, vous allez avoir 10, 15, 20 dont tu penses qu'ils vont être pertinents avec toi, tu co-crées c'est quoi la proposition de valeur qu'on peut vous proposer, c'est quoi les rôles que vous pourriez prendre, etc. Donc, c'est tout l'enjeu c'est ça la direction, et voilà les étapes par lesquelles je pense qu'il faut qu'on passe. Ouais. Parce que juste arriver à dire c'est ça la direction, en fait, il y a quand même très peu de gens qui vont se lever la main et qui disent, moi je sais exactement comment là. Donc, il faut c'est comment est-ce qu'on donne une direction et des premières étapes sans tout faire soi-même. Et tu les embarques, c'est quoi les premiers rôles qu'on peut prendre, etc. Mais en fait, encore une fois, c'est un truc que j'ai compris 7 ou 8 ans plus tard, que en fait, j'étais passé par des bonnes étapes de manière assez inconsciente. Donc les étapes, c'est créer la communauté, puis proposer.
Et donc, ça a un gros avantage de créer la communauté. Mais ça demande pas mal de temps. Ouais. Et du temps qui n'est pas rémunéré ou très peu rémunéré. Notamment au départ où la communauté n'a pas une valeur à part entière, quoi. Mais ça crée une communauté super soudée, avec des valeurs, avec une vision commune, etc. Et après, du coup, typiquement, les cellules apprenantes, c'est né dedans. Okay. C'est pas moi qui l'ai pensé, quoi. Qu'est-ce que t'appelles cellules apprenantes? Ce dont on a parlé tout à l'heure, les programmes de transfo perso avec des challenges qui se vivent en équipe de 6-7, tout ça. Okay. Et ça a été porté par un membre qui a identifié les 6-7 premiers qui voulaient le vivre pour le faire vivre à des gens l'année d'après. Donc, tu vois, il y a un côté, en fait, c'est plus ton truc, quoi. Tu lâches prise et ça grandit. Et enfin, d'une part, tu lâches prise, mais surtout, tu te dis, rien d'important ne sera seul. Donc nécessairement, et ça fait partie de l'appropriation. Comment est-ce qu'on peut créer une utopie collective, quoi. Et après avec WoW, mais pas de business model, donc compliqué. Et donc après avoir passé 2 ans et demi à vivre sur l'emprunt que j'avais fait à la fin de mes années de centrale, j'ai plus de thunes, et donc il faut que je me dise comment est-ce que je trouve un business model. Ok. J'allais te demander, c'est quoi les gros challenges? Parce que là, on repart du coup sur WoW, tu te relances sur WoW. C'est quoi les challenges que tu, à ce moment-là, c'est quand même ton début de carrière, enfin ton début de vie pro, de projet et tout. C'est quoi les gros trucs? Parce que ça sonne quand même assez, pas facile, mais assez beau, quoi. Genre, t'es là, t'as Nova, tu t'habilles. J'ai adoré. Tu te kiffes. Mais le gros problème, c'est la thune. Ok. Donc, le gros challenge, à chaque fois, t'es là. En fait, il y a pas, à mon sens, j'ai voulu faire trop de choses en même temps. Ouais. Tu vois, à la fois le dev perso, à la fois la communauté, à la fois, on a même fait des ateliers d'innovation où les boîtes venaient demander leur avis à des jeunes de WoW sur leurs enjeux stratégiques. Et c'est trop bien parce qu'à la fois elles ont de l'inno, en plus elles travaillent leur marque employeur en disant bah regardez c'est ça les challenges auxquels nous nous confronter. Il y a une connexion qui se fait entre leurs collaborateurs, mais jusqu'à tu vois pour ne pas le citer, un gros propriétaire d'aéroports dans le monde, leurs comex, des membres de leurs comex sont venus avec des problématiques et pendant une soirée, on a réfléchi avec une vingtaine de membres de Nova, designers, commerciaux, avocats, tu vois, de plein de parcours différents sur leurs problématiques de c'est quoi l'aéroport de demain. Ok. Gros kiff, mais du coup, pas entrepreneur, quoi. Enfin, pas moi, je kiffe faire des choses et après, je crée des business models où je cherche une manière de financer. Okay. Plus précis d'ailleurs. Okay, un business model. Okay. Et donc, c'est pas, voilà, j'ai un produit, j'identifie le marché, est-ce qu'il y a suffisamment de place, on le market, on a 1 client, 5 clients, 10 clients, 15 clients, puis on passe à autre chose. Okay. Voilà, donc tu survécu grâce au fonds de Nova du début, tu te payes un peu, t'as ton emprunt en plus. Quasiment, je me suis pas payé, je crois. Ok, comment tu vis sans te payer? J'ai emprunté 25 000 balles. J'habite chez ma grand-mère à l'époque, donc j'ai peu de dépenses et voilà, et en fait ça dure 2 ans, 2 ans et demi et après ça devient compliqué. Et donc dans WoW j'ai fait l'essai inverse de d'abord faire de la formation le mentorat existait encore, les cellules apprenantes existaient encore, mais sans travailler sur le côté communauté. Et du coup c'est très bien, sauf que ça ne crée pas de communauté. Donc, tu passes ta vie à aller chercher de nouveaux clients, des nouvelles personnes. Le fait d'avoir une activité commerciale, ça crée pas les communautés. D'autres obstacles, c'est qu'au début, j'avais pas fini mes études. Donc, j'étais en double diplôme avec l'EPFL, dont je me suis fait virer après 2 ans. Et donc là, j'ai eu un peu les boules parce que mon diplôme de centrale, pour lequel j'ai quand même fait 5,5, donc j'ai retapé ma 2e année, était conditionné à la réussite du diplôme de l'EPFL. Ouais. Et donc j'ai dû renégocier avec Centrale le fait de pouvoir revenir, etc. Et ça s'est bien fini à la fin. Mais il y a eu un vrai truc de waouh. Je veux pas avoir de diplôme. Voilà, et puis il y a le truc de ouais mais tu sais comment il s'appelle Steve Jobs, tout ça. Moi je suis ouais d'accord. Moi je suis pas sûr d'être un Steve Jobs. Mon récit, donc je vais quand même aller terminer mes études. Ça sera plus simple. Surtout quand t'as des parents qui te tombent sur des trucs genre oula mais t'es fou, les gens ont peur quoi. Mais du coup 3e attaque je pense c'est les gens ont peur. En tout cas moi dans ma famille les gens avaient peur. Je suis le seul entrepreneur. Et donc il y a des trucs genre mais pourquoi tu fais pas comme tout le monde et tu vas pas bosser dans une boîte quoi. Donc il y a une sorte de pression sociale entre guillemets par rapport à ça. Et qui en plus du coup t'as un flux, enfin moi personnellement elle est chiante parce que c'est les gens autour, mais même toi ça te bien sûr ça te fait dire merde, la question. Qu'est-ce que je fous et tu te poses la question. Moi tu vois il y a des comparaisons entre est-ce que j'ai bien fait d'aller dans cette direction là, etc. Après paradoxalement moi je me suis jamais posé la question
de est-ce que je vais être entrepreneur ou pas, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, Ouais, toi, c'est parti comme ça. c'est parti, ouais. C'est incroyable, en vrai, ça. Sans réaliser les avantages et les inconvénients. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme obstacle? Quand t'arrives, du coup, Nova s'arrête. Ouais. Là, tu dis, OK, je vais faire We Are One. C'est quoi concrètement? Tu te retrouves chez toi et tu te dis, vas-y, je vais commencer Non, à là, faire. c'est le kiff. Là, au départ, c'est le kiff. C'est, on est une cinquantaine, donc je le partage. En fait. Ah oui, t'as ta communauté. Ouais, je le partage avec, disons, les 15 qui sont les plus proches. Voilà la situation. Venez, on fait quelque chose d'autre. On fait des ateliers. On fait un premier week-end en janvier 2019. On lance WAO en mars 2019 avec, je sais pas, 80 personnes, quoi. Ouais. Et ça avance. Et là, en effet, grosse difficulté de pas avoir d'associés, donc de recruter des gens. Et donc de me retrouver avec une pression financière importante, quoi. Et avec moi, j'ai un gros avantage qui est aussi, enfin une qualité qui est aussi un gros défaut, c'est d'être très optimiste. Et donc du coup, ça ira. Et puis voilà, quoi. Ouais, Et en fait, je me suis retrouvé avec des dettes sur WAO, notamment après le Covid, parce qu'on s'est tapé le Covid entre les deux. Bah ouais, de ouf. Et à reporter des charges sociales qui me sont retombées dessus 6 mois plus tard, quoi. Et à dire, bon, bah en fait, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait? C'est quoi le business model? Comment est-ce que ça marche? T'as beaucoup d'employés à ce moment-là? J'ai 2 employés enfin, j'ai 2 CDI et 2 stagiaires à ce moment-là. Et ouais, en fait, ça peut ne pas paraître énorme, mais ça fait une dépense de 10 ou 11 000 balles par mois, quoi. Ouais, largement. Et ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En plus, il y a des problèmes de trésor. Et puis, tu vois, j'ai jamais fait de formation à l'entrepreneuriat. Tout est un peu sur le tas, quoi. Et donc là, ouais, là où c'est dur, c'est le rapport entre le rêve et la réalité terrain, quoi. J'ai tendance à être optimiste aussi, mais en effet, ça veut dire, et je le dis souvent, oui, si t'y crois, ça marche. Enfin, c'est le côté un peu si t'y crois ce qu'on a dit avant, en fait, ça, tu peux réaliser. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Mais pas aussi pernicieux, tu vois. Plus, si t'y crois, tu vas vraiment créer ta réalité. Mais ça n'empêche pas du tout d'aller se former quand tu fais un truc nouveau, genre. Parce qu'en effet. Ouais, et en même temps, ça coûte de la thune de se former, ça prend du temps. Bah, en 2025, ça coûte plus rien, non? De se former? Tu vas sur YouTube, tu regardes une heure d'interview Moi, je prends l'exemple toujours en ce moment de mon mariage. Bah, aujourd'hui, tu peux te marier en disant, bah, je vais me marier et puis j'y crois, ça va être génial. Mais tu peux aussi dire, attends, il faut que je parle à des gens qui se sont mariés pour savoir qu'est-ce qui est pas bon, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça en paye, ouais, mais Mais je pense que, tu vois, moi, je me suis retrouvé, là, c'est ce que je refais maintenant, de rencontrer plein de gens. Ouais. J'adore et j'ai le temps de le faire. Mais ouais, je sais pas, au début de WAO, je me suis trouvé un peu la tête dans le guidon, à me dire, ok, quand t'es en retard, en fait, tu passes ta vie à aller chercher tu vois, te rattraper, ouais. Voilà. Et je pense que ça a été un vrai sujet, ouais. Ok. Et à quel moment POAO arrive alors? Et alors, POAO arrive, donc ça fait du coup, on est en 2021, pardon, en avril 21. Donc c'est en parallèle de ça, donc t'as tes problèmes de trésor, tu te dis, merde, c'est comme mon business model. J'ai mon premier employé qui se barre. Ok. Et qui se barre comme un accord, ou... pas propre du tout, en me prenant des clients compliqués. Et en même temps, du coup, ça entraîne. En plus, on était 2 à former, une personne qui était en administratif plutôt. Donc, ça entraîne le fait que je fais un licenciement économique sur l'autre. Et à ce moment-là, j'ai 2 alternants en plus. Et donc, ouais, ça fait une transition qui est super importante. Et ça fait longtemps que je veux faire de l'égalité des chances. Et il y a cet appel à projet qui sort en avril 21. Ok, juste par tes clients, c'était du coup des entreprises qui viennent se former avec toi. Entreprises et écoles. Entreprises, écoles, tu de la formation, soft skills, leadership, entrepreneuriat, leadership. Et en entreprise, on bosse aussi à comment est-ce qu'on engage les jeunes dans vos boîtes. Et en avril 21, le gouvernement propose un projet qui s'appelle Un jeune, un mentor, qui a pour objectif de prendre des programmes de mentorat et de les faire passer à l'échelle en les réorientant vers dans une optique d'égalité des chances. Et là, pour la première fois, je me dis, je vais pas y aller tout seul parce que ça fait 6 ans que j'essaie de faire ça et ça marche pas. Donc, je m'associe avec une femme qui s'appelle Marianne Figarol, qui a monté POA, qui est une asso qui historiquement accompagne les professionnels de l'insertion. Donc, forme les collaborateurs de France Travail, de Pôle Emploi, des missions locales à l'époque, etc. Et ensemble, on prend le programme de mentorat tel qu'il existait dans Nova puis dans WAO, qui a la particularité du coup d'être en collectif. Donc, c'est pas un jeune, un mentor, justement, dans le cadre de l'appel, comme le sous-entend l'État, mais 2 mentors avec 4 jeunes.
qui se voient pendant 6 mois pour des questions de confiance en soi et d'insertion professionnelle. Et en plus, ça sonne tellement encore plus puissant de mentor 4 jeunes. Parce que le côté être en groupe avec d'autres jeunes comme toi, C'est super puissant. Ouais. C'est très puissant. Okay. Mais c'est beaucoup plus compliqué organisationnellement parlant. Mais c'est très puissant. Et du coup, on reprend le programme de mentorat, on l'ajuste et on le fait passer à l'échelle parce qu'on a accompagné 40 jeunes plutôt de CSP+, et on passe à 500 jeunes plutôt très fragilisés. Et donc la première année, elle est sportive. T'as fermé WAO ou c'est un... J'ai pas fermé WAO, donc T'as coupé les activités. Question, j'ai plus de salariés, je bosse plus qu'avec des freelances et je rembourse mes dettes, quoi. Mais t'as des clients qui vont te demander, tu fais quelques formations, ça, tu rembourses tes dettes. Et en revanche, j'arrête complètement de faire du démarchage commercial. Mais ouais, j'ai une approche beaucoup plus rationnelle de je dépense plus 1 euro que j'ai pas gagné, quoi. En gros, quasiment. Et à côté, du coup, on développe Powao. Et là, mon taf, il est de faire sortir le projet de terre pendant la première année scolaire, quoi, grosso modo, donc de septembre 21 à août 22. Grosso modo, et on y arrive, et du coup ça nous permet donc on est financé par l'État en partie là-dessus. On sous-estime complètement au démarrage combien est-ce que ça allait coûter de faire ça. Toujours. On se retrouve voilà. Et on engage différentes boîtes. Mon taf, il est très orienté embarquer des entreprises partenaires et aller chercher les mentors, plus créer un système via Airtable pour automatiser, pour gagner du temps, quoi. Et on arrive à atteindre nos objectifs, et du coup, ce qui nous permet de recandidater à 3 ans de financement de l'État, ce qu'on valide à la fin de l'année 22. Et donc, vous avez créé l'asso Powao, qui est un mix entre Powa et WAO. Ouais, en fait, on a créé le programme Powao. Qui est un mix entre Powa et WAO, mais c'est porté par Powa administrativement. Ok, et qui est financé par l'État, par cette financé par l'État et par des boîtes partenaires, comme aujourd'hui la Fondation de la SOG, SFR, la Fondation de la BNP, des gens comme ça. Énorme. Ouais. Et donc, très bien. Et puis, du coup, depuis 2 ans, 1 an et demi, puis ça fera la transition, 1 an et demi, je me focus beaucoup sur trouver de la thune. Ouais. Et là, en gros, je suis confronté à plusieurs choses. Ce que je te racontais tout à l'heure sur la réalisation, qu'en fait, ce qu'on fait, c'est génial pour les individus qu'on accompagne. Mais quand même, qu'on passe notre vie à traiter les conséquences de notre système. Et là, tu vois, on est monté progressivement en charge. On faisait 500 personnes la première année, la deuxième pareil, la troisième 600, la troisième 700. C'est énorme, quand même. C'est énorme, mais c'est rien. Ouais, tu changes pas le monde. Tu changes rien. En fait, au niveau des causes, tu changes pas grand chose. Voir, et c'est un peu des trucs donc il y a ça qui m'a fait bouger. Il y a le fait de me dire, en fait, fondamentalement, je crois que c'est un taf qui devrait être fait par des gens qui viennent de ces milieux-là. Et donc, qui suis-je moi pour le faire, en tout cas opérationnellement? Tu vois, je trouve vachement mieux ma place aujourd'hui en tant que membre du CA à pouvoir faire les ponts. Parce que je connais les deux mondes, je suis capable de voilà. Parce que du coup, Powao, tu l'as peut-être déjà dit, mais pour moi comprendre, c'est quand vous prenez des fameux 2 mentors, 4, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais qui sont des bénévoles. Qui sont des bénévoles, tout à fait. Et qui soit individuels, soit via leur boîte. Ok. Avec du mécénat de compétences limite. Non, mais des heures sur leurs heures de travail pour certains. Ouais. Ok. Et qui mentorent des jeunes défavorisés. Jeunes fragilisés, plus que défavorisés, donc fragilisés pour des raisons sociales, économiques, d'isolement, pas mal suite au Covid, psychologiques parfois, et qui viennent à nous soit via des partenaires sociaux éducatifs, donc Pôle emploi, mission locale, des formations courtes de réinsertion, soit individuellement parlant. Okay. À titre individuel, quoi. Ils vous trouvent sur les réseaux. Ils nous trouvent sur les réseaux, ils nous trouvent sur une plateforme qui a été créée par l'État qui s'appelle Un Jeune Mentor, et qui, en fonction de ce qu'il raconte, match au programme une cinquantaine d'assos. Ouais. Et en fonction de ce que les jeunes nous disent, les jeunes ou un adulte référent qui les inscrit, il nous réoriente, il les réoriente, auprès de différentes assos. Sachant que dans les 50, il y a des gens qui font du primaire, du collège, du lycée. Ouais, tu vois, c'est vraiment très large comme approche. Et donc, troisièmement, il y a un moment où je me dis, si ça se trouve, on fait plus partie du problème que de la solution. Oh, wow. Parce que on change pas grand chose fondamentalement. Et l'État peut dire, mais regardez tout ce qu'on fait pour ces jeunes. On est vraiment super sympa, on finance des assos qui font ça, etc. Et c'est un peu le truc qui me fait me dire en janvier-février, que c'est pas là où je pense que je pourrais avoir le plus d'impact. Et en plus de ça, on l'a co-créé à la jonction entre 2 structures. Donc c'est aligné, c'est un peu le cul entre 2 chaises. C'est aligné ni 100% avec Powa, ni 100% avec WAO. Et donc on prend la décision de le réorienter uniquement au sein de Powa et de le réaligner avec la stratégie de Powa à ce moment-là.
Et donc on a pris la décision en janvier-février et du coup depuis le 1er septembre, je suis plus du tout sur l'opérationnel de POAO et je me concentre. Je reste au CA et je me concentre sur l'opérationnel de WOW. Tu relances Waouh alors? Je relance WOW, en quelque sorte. Et même le côté communauté, en fait, presque, j'ai l'impression de le lancer. Okay. Et donc, à ce moment-là, je m'associe. Depuis avril, on a commencé les discussions avec Nolwenn Cato, qui est une dirigeante qui a bossé longtemps chez Covea, qui est un groupe d'assurance, qui a fait de l'intrapreneuriat chez eux dans les 4 dernières années. Et avec qui on s'est rencontrés dans un groupe de dirigeants qui travaillent à sa propre transfo comme préalable à la transfo de sa boîte. Et on remet un peu tout sur la table sur le côté historique, parce qu'on en était. On parle beaucoup du coup de ces changements civilisationnels. On parle beaucoup du pouvoir du récit. On parle beaucoup de systémie. Comment un système et notamment un collectif humain est orienté via cette question de récit, cette question de croyance et cette question de cadre systémique, qui sont les éléments qui vont incarner, rendre réel ces croyances et ces récits. Typiquement, le cadre, on en a identifié 5. Cadre relationnel, comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres. Pas pareil de se vouvoyer que se tutoyer. Pas pareil d'avoir des rites pour se dire bonjour le matin, etc. Cadre opérationnel, comment est-ce qu'on fonctionne. Est-ce que je vois l'autre comme un individu différent, ou est-ce qu'il fait partie d'un tout comme moi? Ouais, ok. Mais vraiment un truc très appliqué, quoi. C'est quoi notre charte, tu vois, pour interagir les uns avec les autres. Là, on est vraiment au niveau d'un collectif. Mais c'est la même logique que les civilisations, en effet. Ouais. Opérationnel, de sens, à quoi est-ce qu'on sert, où est-ce qu'on va, de gouvernance, comment est-ce qu'on prend les décisions, et d'apprenance, comment est-ce qu'on apprend les uns des autres. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut former. En gros, la conviction, là, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec WOW, c'est de dire, on est à un moment de transition, à un moment de bascule entre différentes civilisations. Pour faire émerger une civilisation qui est souhaitable, on a besoin de leaders qui sont capables de l'incarner et qui ont compris ce qui était en train de se jouer. Et du coup, on crée à la fois un EF, un organisme de formation qui bosse sur ce côté leadership systémique et sur le côté leadership authentique, à savoir, je suis convaincu que la transfo du monde, elle commence à mon propre niveau. Donc là, on retrouve le mentorat et on retrouve les cellules apprenantes. Et à côté, un côté communautaire, donc très communauté, qu'on va relancer là à partir de 2025, avec une vraie volonté de se concentrer sur l'intergénérationnel. La conviction qu'en fait les problématiques auxquelles on est confronté, ce sera pas une seule génération qui sera capable de les résoudre, mais que chacun des individus et chacune des générations a un rôle à jouer qui est différent entre les jeunes qui aujourd'hui ont 18, 19, 20 ans, on forme à l'ESSEC par exemple dans un bachelor qui s'appelle le Bachelor Act, ils vont mettre beaucoup d'énergie, d'utopie dans leur manière de créer des nouvelles choses ou de faire basculer ça qui existe. Les gens qui ont plutôt mon âge, 30 ans, grosso modo, on n'était pas super éloigné de leur rôle avant, mais il y a un côté décryptage, de conscience que ça va prendre du temps, et donc de passage de relais entre les deux. Et, les 40-45 ans qui sont un peu les preneurs de conscience, vous? Bah moi, je dirais plutôt apprentissage et pont entre les générations. Okay. Notamment, tu vois, les 40-45, ils sont manettes ou ils sont pas loin d'être manettes. Et donc c'est eux qui peuvent faire bouger et orienter les choses. Et puis t'as les 60 et plus ans qui ont moins d'enjeux dans les structures et qui eux ont beaucoup de recul pour le coup. Et pas mal de raisons de relations, d'argent, de réseau, etc. quoi. C'est énorme. Et tu vois, là où ma réflexion aujourd'hui, elle est de se dire le bon endroit pour faire bouger les gens, c'est un moment où ils peuvent sortir du système tel qu'il existe aujourd'hui. Donc des jeunes qui sont pas encore rentrés, des plus expérimentés, mais tu vois, les 26, 30 ans, qui ont pas encore d'emprunt, qui ont pas encore d'enfants, donc pour qui c'est quand même plus facile, et des gens comme Nolwenn. Et qui en plus sont en mode, je veux changer de carrière potentiellement, quoi. Voilà. Et mais qui ont pas d'attache, en fait. Ouais, qui ont pas encore. Là, après, tu rentres dans les 15 ans, presque, tu vois, diagonale du film, entre guillemets, en fait, j'ai des emprunts, j'ai des enfants, donc faire un changement, c'est prendre un risque qui est vraiment important. Et puis après, t'as 50 ans et plus, j'ai remboursé mon emprunt, mes enfants sont grands. Qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Et après, évidemment, t'as les personnes qui n'ont pas d'enfants, tu vois, qui ont plus de liberté à mon sens, mais c'est un peu les grands schémas. Et donc, comment est-ce qu'on agit à ces endroits-là? C'est autant de personas, quoi. Où est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'ils influent sur le récit? Et comment est-ce que tu peux les faire changer? Et comment le gros enjeu auquel on est aujourd'hui, c'est tout ce qu'on raconte, c'est quand même assez intellectuel. Et c'est très peu conscientisé. Ouais. Donc, comment on conscientise ça, en fait? Et c'est un des enjeux qu'on a avec la fresque. C'est, en fait, à quel besoin ça répond.
pas ça répond aux geeks qui ont lu Sapiens et qui adorent se passer. Non, mais c'est Ouais, vrai. mais c'est ça. Ça Aujourd'hui, parle pas à la plus. Enfin, moi j'ai adoré, mais ça parle pas à tout le monde, quoi. Je pense pas. Voilà. Et donc, c'est comment est-ce qu'on le rend accessible et comment on fait ce travail de dire, en fait, Faut le rendre sexy, c'est là que quoi. ça se joue. Faut le rendre sexy. Donc déjà, ce concept de dire, on est en train de changer de civilisation, peut-être en 3 points, pourquoi est-ce que c'est en effet, genre, c'est quoi les indications qui montrent ça, tu vois? Et symptômes, quoi. Ouais. et les symptômes, et donc, tu vois, genre, déjà, je suis un jeune sur TikTok, je fais, ah, mais marrant, on est en train de changer de civilisation. Attends, tu trouves que c'est la merde dans le monde, mais en fait, trop marrant, regarde, dans 50 ans, on sera un truc nouveau, et on est en train de réinventer les récits, qu'est-ce que vous voulez, tu vois, j'ai des trucs à faire. Bah voilà. Et moi, c'est pas du tout mes compétences. Ouais. Donc, il y a à aller chercher des personnes qui sont capables de mettre en, bah, c'est classique, quoi, de mettre en récit, tu vois. Ce qu'on raconte. Mais Ouais. ce qu'on raconte. Voilà. Ok, donc c'est quoi ton... J'allais te demander ton... On va commencer par ça. C'est quoi ta vision pour Waouh, là, pour je sais pas, les prochaines années? Et bah, ce que j'adorerais, c'est que d'ici 5 ans, on ait une vision assez européenne et qu'on ait réussi à créer une communauté très intergénérationnelle. Moi, j'ai pas mal de briques en tête, mais donc il y a ce côté communauté qui partage cette conscience-là, cette volonté de travailler à une échelle individuelle, à une échelle locale, au niveau d'un collectif, dans une intention de faire émerger une nouvelle manière de faire société ou une nouvelle civilisation. Et après, il y a plusieurs types d'offres qui sont possibles. Il y a ce premier sur le côté de la formation, mais qui est super compétitif. Donc, on est en train de là creuser. Est-ce que c'est du B2C qu'on fait? Est-ce que c'est du B2B2C en école et en entreprise ou en executive education, donc les écoles qui forment. Ah ouais. Après, ça, c'est un truc qu'on est en train de creuser. Est-ce que c'est en B2B? Peut-être que tous les auditeurs connaissent pas ce que ça veut dire B2B. Ouais, B2B, donc B2C, business to customer, donc c'est des boîtes qui vendent des choses à des individus comme vous et moi. Et B2B, c'est business to business, donc c'est une boîte une structure qui vend des offres à une autre structure. Et le secteur de la formation est très compétitif. Donc c'est quoi le bon business model par rapport à ça? Et après, il y a d'autres choses sur lesquelles on pourrait revenir. Qu'on pourrait développer, à savoir, on pourrait revenir à un côté, est-ce que c'est intéressant de faire la marque du employeur et du recrutement une fois que cette communauté elle est suffisamment grande, avec tout l'enjeu de est-ce que les boîtes qui vont payer pour ça, c'est les boîtes dans lesquelles les gens qui sont dans ta communauté veulent aller? Okay. Pas sûr. Après un côté plus innovation, cabinet de conseil malin, avec des gens en interne et puis pas mal de gens qui gravitent autour et qui peuvent t'aider sur c'est quoi tes business models de demain, comment est-ce que tu peux améliorer ta structure. Là, on commence à avoir des offres là-dessus sur ce côté systémique, comment je vais analyser avec le prisme du récit, des croyances et des cadres la manière dont ta boîte fonctionne, dont ton collectif fonctionne, et c'est quoi le scénario auquel tu veux aller, c'est quoi la place que tu veux prendre dans le scénario, et du coup, comment on agit aujourd'hui sur les cadres systémiques pour que ça bouge. Ça, c'est hyper fort. Ça, parce que ça peut être très très fort. Parce que le nombre de gens qui ont envie de faire quelque chose mais qui savent pas où se placer, enfin. Et le nombre de boîtes notamment. Le nombre de boîtes. Et qui savent pas pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent comme ça, etc. Ouais, là on commence à en avoir. Ça c'est 2-3 touches pour l'année prochaine. Okay. Et c'est ce qu'on a fait au Bachelor Act où c'est les élèves, ça faisait 2 mois qu'ils étaient là. Ouais. Et on leur a fait conscientiser c'est quoi le récit du coup externe du Bachelor Act, ce qui est raconté à l'extérieur, c'est quoi le récit interne quand on va interviewer le fondateur, c'est quoi les épreuves par lesquelles ils sont passés, c'est quoi la manière dont les décisions sont prises, c'est quoi des gens qui prennent des décisions mais qu'on ne voit pas, donc tout ce qui est invisible mais qui a un impact. Et après, c'est quoi le récit que vous voulez vivre dans les 3 ans que vous allez passer au Bachelor Act. Et du coup, tout ça, qu'est-ce que ça fait comme croyance et comment c'est incarné aujourd'hui. Comment vous dites, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, relationnel, comment vous dites bonjour, gouvernance qui prend les décisions, de sens à quoi est-ce que ça sert, d'apprenance, comment est-ce que vous apprenez les uns les autres, et opérationnel, comment est-ce que ça fonctionne de jour le jour. Et est-ce que ça vous convient aujourd'hui? Donc, comment vous les évaluez, ces cadres, en termes de qualité, et qu'est-ce que vous proposez pour améliorer ces cadres? Et ça a été le gros kiff, rien que comme output, d'avoir des élèves qui te disent, en fait, j'ai réalisé que je pouvais avoir un impact sur mon propre collectif, quoi. Donc, au lieu de me plaindre et de me dire, ah, ça c'est nul, j'ai envie que ça change, ils te disent, bah, en fait, voilà ce que je propose. Okay. Wow. Et donc, pareil, tu vois, ça, j'y crois vachement en entreprise d'avoir des collaborateurs qui te disent, j'en parlais l'autre jour avec une dirigeante, qui dit, mais en fait, si via ça, on arrive à avoir des collaboratrices qui disent, j'ai compris que c'est un niveau collectif, système que ça se joue. Ouais. Et mes actions vont avoir un impact sur le système. Et c'est dans cette intention-là que je le fais. Et en plus, je le fais dans un collectif qui, du coup, a une grammaire commune.
de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, c'est super puissant. C'est énorme et ça résonne de ouf avec un des invités du podcast qui est un Américain qui a créé une boîte qui s'appelle Ideas for Us, genre nos idées. Et il fait exactement ça. Lui, il va voir les communautés en disant c'est quoi vos problèmes, qu'est-ce que vous proposez. Et du coup, en fait, il leur donne vous avez pas de. Il me parlait lui des food desert. Vous avez pas de bouffe de qualité autour de chez vous. Qu'est-ce que vous proposez? Il y en a un qui dit on pourrait faire un potager dans nos jardins qui sont aujourd'hui juste de la pelouse pleine de pesticides. Et 5 ans après, ils ont des micro-sociétés quoi. Ouais. Donc c'est comment tu développes le pouvoir d'agir des gens quoi. C'est ça que c'est. Donc c'est ça la direction. Okay. Et donc d'ici les 3 ans très focus France et j'aimerais bien qu'on réfléchisse plus à un niveau européen. Notamment parce que c'est ce qu'on connaît bien et je crois qu'il y a des idéaux déjà portés par l'Europe sur lesquels on pourrait se construire. L'écart est moins important qu'il ne peut être avec d'autres sociétés. Ok. Si on prend encore un peu plus de recul, en plus au-delà même de Waouh, c'était quoi pour toi à la fin de ta vie avoir réussi ta vie? Non, ou à la fin dans 50 ans ce serait quoi avoir réussi ou être où tu pourrais regarder en arrière et dire ouais c'était fier de moi quoi. C'est d'avoir eu et d'avoir entretenu des relations profondes de qualité avec des personnes. Je vois ma grand-mère qui a 91 ans maintenant et qui a des potes qui en ont 40. Waouh. Ouais, dingue. Énorme. Et il y a un vrai truc de comment est-ce que et c'est des vrais potes quoi, c'est pas des connaissances avec qui j'organise des dîners ou des cafés par ailleurs. C'est des personnes avec qui elle partage des convictions qui sont profondes et avec qui elle peut avoir des discussions sur des sujets qui lui tiennent à cœur quoi. Et je crois que j'estimerais avoir réussi ça, d'avoir réussi si la grande majorité des relations que j'ai, c'est des relations comme ça. C'est beau. Sur le lien alors. Sur le lien, ouais. Et notamment, tu vois, là, j'ai un fils qui a 2 ans, notamment avec mes enfants. Ouais. Il y a à côté, parce que pour moi, c'est nécessaire et suffisant pour faire une transition. Si j'arrive à être entouré de suffisamment de personnes en qui j'ai confiance, sur qui je sais que je peux m'appuyer, et avec qui je peux être 100% plutôt non mais 100% avec qui je peux être plutôt qu'avoir, tu vois. Ouais, bien sûr. Et parce que une des difficultés dont je t'ai pas parlé, c'est par exemple, quand un truc marche pas, qui suis-je, tu vois? Quand Nova s'arrête, qui suis-je puisque j'ai tellement mis de moi dans la structure que quand je m'aperçois que Waouh ça fonctionne pas, que c'est la 2e fois, je me dis waouh, je me définissais comme entrepreneur, est-ce que j'en suis capable? Et c'est encore des trucs qui m'habitent aujourd'hui. Il y a un côté est-ce que j'en suis capable? Et si demain j'arrête, qui suis-je? Incroyable. Tout le problème d'être défini par ce qu'on fait plutôt que par ce qu'on est quoi. Et comment tu passes outre ça justement? Tu te rappelles que t'es plus qu'un entrepreneur? Aujourd'hui je fais. J'essaye. Aujourd'hui je vais pas du tout dans la bonne direction. Non. Non, c'est une vraie question. Genre de où j'ai passé les 5 dernières années dans un taf, mon taf s'arrête. Oh, what the fuck, qu'est-ce que je fais quoi? Je crois que c'est question de enfin tu vois les programmes qu'on fait notamment de mentorat, ils sont pas mal axés là-dessus pour comprendre qui je suis plutôt que ce que je fais. Et moi et les relations qu'on peut aller tisser, moi parmi les gens avec qui j'ai monté tout ça, il y en a plein qui sont devenus mes meilleurs potes. Tu vois, 3 c'était nos témoins de mariage. Parce que ça te permet d'avoir des relations, de tisser des relations qui sont super authentiques. Et donc du coup, il y a un côté comment est-ce que je peux incarner, être ce que je raconte par ailleurs, aussi dans une sphère privée, aussi dans une sphère où je sais qu'il n'y a pas d'enjeu professionnel. Ouais, je comprends. Mais tu vois, c'est un truc souvent je me pose la question de est-ce que là je lis pas le monde uniquement à travers le prisme. En tout cas, je me le suis vachement posé avant, je me le pose vachement moins maintenant. Il y avait vraiment avant un côté de est-ce que je lis pas trop tout à travers le prisme de est-ce que cette personne-là va être intéressée par le projet que je porte, est-ce que etc. Ouais, c'est intéressant. Et ça biaise beaucoup. Ouais, on a tous nos biais, il faut le. Ça biaise beaucoup les relations en fait. À côté, tu vois, du coup, je vais aller est-ce que je m'investis pour les bonnes raisons dans la relation? Est-ce que je vais aller chercher cette personne-là pour les bonnes raisons, quoi? Et là, je change de truc en mode, en fait, voilà ce à quoi je crois.
Et si ça vous parle et que vous avez envie de le co-créer, allons-y ensemble. Il y a une sorte de détachement, Ouais, si on raisonne, énorme. Voilà, ouais, trop bien. Et sinon, c'est pas grave. Et sinon, énorme aussi, parlons d'autres choses qui sont pas exactement... Ouais, je suis d'accord. Et juste parce que ça m'a fait penser à un truc marrant, ce que t'as dit là, sur quelle est ma valeur. Et je pense qu'on finira sur ça. L'autre jour, un peu bourré avec des potes, y en a un qui dit « Ouais, c'est quoi pour toi la confiance en toi ?» Et je sais plus qui d'entre nous a ressorti ce truc, mais de dire... en fait, c'est d'être profondément convaincu que j'ai une valeur, genre, qui n'a rien à voir avec tout le reste, et que ma valeur, c'est que je peux, genre, apporter du bien, tu vois. Intrinsèque, quoi. Intrinsèquement, quel que soit que je sois nu dans la forêt ou en costard dans mon projet, tu vois, genre, en fait, je suis convaincu que je peux aider quelqu'un et du coup, que je peux apporter, que je peux rendre quelqu'un plutôt bien, et bah, ça, je pense que ça peut donner énormément de confiance. Et c'est dur d'en se rappeler tous les jours, mais c'est un vrai... mais surtout que le système dans lequel on grandit, où on évolue aujourd'hui, il nous dit tout l'inverse. Ouais. Il nous dit que si t'as pas de potes, tu vaux rien. Si t'es pas habillé de la bonne manière, tu vaux rien. Si t'as pas la deuxième moitié de la classe parce que t'as pas les bonnes notes, tu vaux rien. Exactement. Ouais. Donc en fait, se construire une sécurité ontologique là-dedans, il faut se lever tôt, quoi. Et donc c'est qui sont les personnes qui, quoi qu'il arrive, mais c'est un truc qu'on a en output des suivis apprenantes, c'est en fait j'ai adoré parce que quoi qu'il arrivait, je pouvais être moi-même et ne pas avoir peur de me faire juger. Entourez-vous de gens comme ça. Merci beaucoup, Charles. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment moins d'une minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!